Organisation des élections générales en RDC, le président honoraire et autorité morale du FCC, Joseph Kabila, a été saisi par le patron de la centrale électorale, Denis Kadima, dans le cadre des consultations initiées avec les leaders de l'opposition politique. Coopération RDC-RSA tête à tête ce jeudi à Kinshasa entre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux personnalités procéderont également à la clôture du Forum économique RDC-RSA 2023. Nous parlerons justice dans ce journal. Procès en flagrance des présumés kidnappeurs. Après l'audience foraine mercredi, le verdict des juges est attendu ce jeudi. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, coopération RDC-RSA, le président sud-africain Cyril Ramaphosa séjourne depuis mercredi dans la capitale congolaise. Son agenda prévoit un tête-à-tête avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Les deux personnalités procéderont ce jeudi au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC-RSA 2023, tenu dans le cadre de la 12e grande commission mixte RDC Afrique du Sud, dont les travaux se sont ouverts mercredi au Palais du Peuple. Ce forum économique aborde plusieurs thèmes liés à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Processus électoral en RDC, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a été saisi par le président de la CENI, Denis Kadima, dans le cadre des consultations initiées par les leaders de l'opposition politique. Denis Kadima veut obtenir une rencontre avec le chef de file du FCC pour des échanges afin d'explorer des solutions pour un processus plus inclusif. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. La CENI a adressé une lettre au président national de votre parti et autorité morale du FCC, Joseph Kabila, depuis le 1er juillet. Qu'a répondu le FCC à cette invitation? Quand on parle d'une lettre pour le FCC, cette lettre est réputée non écrite. Elle est réputée non écrite, pourquoi? Parce que les revendications du FCC sont restées les mêmes. On était à la réunion qu'a tenue les Raïs avec tous les chefs des partis politiques pour dire que la position du FCC par rapport à ce processus est restée échangée. La CENI est non consensuelle, la Cour constitutionnelle composée de manière cavalière, la loi électorale qui n'a pas été discutée par tous les partenaires à ce processus-là. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui Kadima, qui est lui à la tête de cette CENI non consensuelle, se permettent à inviter les acteurs de la politique de l'opposition pour aller rien que reprendre ce que nous savons qu'il est en difficulté pour organiser les élections. Parce que lorsqu'il reprend, il y a des contraintes de financement de ce processus. Bon, est-ce que c'est lui qui a la réponse à ça? Non. Quand il sait que lui-même, sa CENI est mal composée, est-ce qu'il a eu une réponse à ça? Non. C'est à l'Assemblée nationale que la tricherie a commencé. Quand il dit, par exemple, les coins où il y a l'insécurité aujourd'hui, les coins occupés aujourd'hui par la force régionale de l'EAC qui entretient des groupes armés là-bas, les massacres continuent. Est-ce que c'est lui qui a une réponse à ça? Non. Et alors, mais pourquoi lui se mettrait à inviter l'autorité morale du FCC? À quelle qualité? Et dans quel cadre estimez-vous être consulté par la CENI? C'est dans un seul cadre où on sait que la CENI qui est mise en place est conforme à la loi. Nous avons toujours dit ça, qu'il y a une loi qu'ils ont votée eux-mêmes et laquelle loi demandait à ce que les partenaires participent à la composition de la CENI par rapport à leur poids au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est en désignant eux-mêmes par un procès verbal qui doit être déposé chez Mbosso comme bureau de l'Assemblée nationale. Mais comment ils ont composé cette CENI-là? Ce n'est pas en tout cas à cette CENI-là que les FCC peut répondre à une invitation ou une autre. Merci pour toutes ces précisions, Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD.
Et puis poursuivons ce journal, procès en flagrance des présumés kidnappeurs. Les juges vont se prononcer ce jeudi sur le sort de ces malfrats qui ont comparu mercredi en audience foraine. Dans ses réquisitoires, l'officier du ministère public a demandé la peine de mort contre la majorité des prévenus. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans les mêmes registres, lutte contre l'insécurité et le phénomène kidnapping, le commandant du Mont Amba, le colonel Freddy Lifenge, a lancé une opération qui vise le contrôle des véhicules pour sécuriser la population. La nuit, le long des artères, les commandants de la police Mohamba, le colonel Freddy Lifenge et ses hommes se déploient pour chercher les kidnappeurs. Tous les secteurs opérationnels des Mohamba sont concernés par cette opération et la police n'a pas l'intention de lâcher. C'est la mesure prise par le général Kassongo. Hier, lors de l'audience, nous avons été instruits à procéder à cette opération en vue d'éradiquer ces fléaux. C'est ce qui justifie notre descente sur les terrains pour montrer à la police que la population est avec elle. Les populations d'Imoamba sont sensibilisées pour collaborer avec la police en dénichant tous les cas suspects et Freddy Lifenge dit ne pas avoir pitié des gens civiques qui terrorisent les paisibles citoyens dans les transports. Puis 40 femmes du quartier Mombele dans la commune de Limete ont reçu un microfinancement de la part de la jeune entrepreneur Christelle Kanyimbo. Ce financement va booster les activités économiques de celles qui en ont déjà ou encore pour permettre à celles qui n'exercent aucune activité rémunératrice de s'y lancer. Une jeunesse autonome et consciente, c'est la garantie pour un lendemain meilleur. C'est la phrase magique et leitmotiv qui canalise les actions du digne fils des Mohamba, Christelle Kanyimbo Lukonga. Dans cette salle remplie comme un œuf, Christelle Kanyimbo a procédé personnellement à la remise de plus de 40 enveloppes contenant des fonds visant à autonomiser les jeunes bénéficiaires. Se livrant à la presse, Christelle Kanyimbo a donné la quintessence de son action. En tant que Congolais, d'abord, je crois que j'ai le devoir d'apporter du soutien quand je le peux à mes compatriotes. On ne peut pas totalement charger l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Moi, en tant que citoyen congolais, je me dois d'aider quand je le peux. Au-delà de tout, je suis aussi un entrepreneur qui possède sa propre entreprise. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai un petit gain, la meilleure des choses à faire, c'est de partager avec mes compatriotes. Comme on le dit souvent, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Touchés positivement par cette action, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Papa Christelle a sungi biso na mwanda mbona zwinzamba osunganga ona koteka ekokende pe liboso. Tout porte à croire que Christelle Kanyimbo ne ménage aucun effort pour prêcher l'autonomisation de la jeunesse congolaise qui s'avère un pivot majeur dans les processus de développement de notre pays. Et puis l'association C'est maintenant de Aurélia Mendes Nzimbi était en action sur terrain. C'est à Pacadjouma, dans la commune de Limete, que toute l'équipe s'est rendue en vue de palper du doigt les réalités de ces femmes. Il faut avoir quelque chose dans le ventre pour être une partie de la solution au problème de la communauté, une espèce en voie de disparition par ce temps qui court, dont Aurélia Mendes Nzimbi est le parfait spécimen. À Pacadjouma, la prostitution des plus jeunes passe pour un fait divers. La promiscuité n'y est pas étrangère. La pauvreté baigne dans une insalubrité indescriptible. Des problèmes à résoudre qui attendaient certains leaderships. Aurélia Mendes Nzimbi a revêtu l'étoffe de ce leader pour contribuer à l'autonomisation des femmes de cette partie de la municipalité de Limete. L'association dénommée C'est maintenant, mise en place depuis 2017, s'est fixée entre autres objectifs promouvoir la réinsertion sociale des femmes et jeunes filles mères par une autonomisation substantielle et la lutte contre la délinquance et la prostitution juvénile. Et pour ce faire, l'association C'est maintenant organise des formations de renforcement des capacités, des campagnes, des sensibilisations à l'hygiène, à la santé et à
la salubrité, sans jamais oublier la mise en place des activités génératrices des revenus. L'engagement d'Aurélia Mendes Nzimbi et la disponibilité de l'association semble être pour l'instant le seul gage de la pérennité de ces actions qui nécessitent justement le soutien de toute la communauté quinoise, pourquoi pas congolaise. Et puis le lycée Prince de Liège de Kinshasa a clôturé l'année scolaire 2022-2023. C'était au cours d'une grande cérémonie de remise de certificats aux élèves de l'école primaire et des diplômes de baccalauréat aux finalistes. Reportage Nathan Diamoueté. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée en beauté l'année scolaire 2022-2023 au lycée Prince des Lièges de Kinshasa. Un moment de joie pour les parents de prendre part à la remise des diplômes et certificats de leurs enfants. Au cours de cette célébration, le directeur général de cette école s'est senti satisfait de la formation et a remercié le parent pour leur confiance. Je voudrais remercier et féliciter tous les parents pour leur patience et implication que vous avez fait preuve. Parmi les lauréats, l'on constate la présence d'Mpoutou Moukabila Julien, le fils d'Irène Moukabila qui a obtenu 88%. Le lycée Prince des Lièges, une école constituée des fils et filles de certaines autorités du pays, l'on a noté également leur présence. Prenant la parole à son tour, la présidente des élèves a également exprimé sa joie. D'autant que l'ambiance, cri des joies, l'effervescence s'est lisée sur les visages des 6 élèves et parents. Ainsi s'est achevée cette clôture de l'année scolaire. Nos félicitations à tous les heureux lauréats. Et puis le parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, Fédération du Maniema et le regroupement politique DIPRO se disent prêts à aligner les candidats à tous les niveaux dans cette province. Un cabinet pour le recrutement des candidats a été même ouvert. Quant à ce, c'est ce qu'a annoncé Jean-Pierre Amadi Loubenga, secrétaire général national en charge de la mobilisation et implantation qui séjourne à Kindu. Par la même occasion, cet ancien vice-gouverneur et gouverneur AI du Maniema a annoncé son départ de l'AFDC. Jean-Pierre Amadi est désormais l'un des cadres de la NOGEC, un parti membre de la DIPRO, qui est un regroupement qui regorge plusieurs partis politiques dont fait partie la NOGEC. C'est pour des raisons de convenance personnelle que j'ai estimé qu'il fallait partir. Jean-Pierre Amadi est resté faire la politique. Ce qui est en train de se faire, c'est juste le changement de vareuse. L'objectif et la lutte sont restés les mêmes. À partir du moment où on sait que c'est Amadi qui a amené les colis, mais qui est en train de ne pas vouloir venir? C'est tout le monde. Si vous voulez qu'on revienne ici demain pour que je vous présente le squelette, voilà, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, tel ceci, et même nos candidats. C'est vous qui voulez qu'on parle de la taille des candidats, je vous dis, nous avons des candidats de taille. Je voudrais juste emprunter votre vocabulaire pour vous dire, NOGEC, c'est l'une des grandes formations politiques du moment, et pour votre information, nous allons déposer nos candidatures sous le label de la DIPRO. Et pour votre information, mon cabinet et moi, nous avons ouvert désormais une campagne de recrutement des gens qui veulent venir avec nous. Que ce soit dans le parti, que ce soit aussi dans la campagne de Jean-Pierre Amadi, isolé de son parti. Parlons technologie à présent avec le lancement de Threads, une application rivale de Twitter dans une centaine de pays, mais qui ne sera pas disponible en Europe, ouvert au monde ce 6 juillet. Ce réseau social a déjà 10 millions d'inscriptions en une seule nuit. Ces nouveaux logiciels inspirés des Twitter ont menacé ces derniers
déjà fragilisé par une série de péripéties. Threads lançait officiellement ses 6 juillet dans son pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, par le groupe Meta, accessible seulement depuis une application et non disponible pour l'heure dans l'Union européenne, démontre un démarrage hors pair avec plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés dès ses 4 premières heures. Derrière cette rivalité des réseaux sociaux Twitter et le nouveau-né Threads se cache une bataille rude entre les 2 milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg. La mise en ligne des Threads intervient 4 mois seulement après que les premiers échos du projet ont filtré et quelques jours après, de nouvelles péripéties chez Twitter, déjà affaibli par une série de décisions mal accueillies depuis sa prise de contrôle par Elon Musk, qui avait annoncé la mise en place, officiellement à titre provisoire, d'une limite au nombre de messages consultables par compte et par jour, et d'ajouter que les tableaux de bord TweetDeck seraient bientôt plus accessibles seulement aux comptes vérifiés, donc payants. Pour certains analystes, le timing choisi par Meta est très bon pour menacer considérablement l'existence de Twitter et l'enfoncer au déclin. Threads, qui veut dire fils en français, et qui est disponible sur App Store, la firme Meta la présente d'entrée comme une émanation d'Instagram, permettant aux utilisateurs d'Instagram d'être authentifiés avec leurs identifiants existants pour poster du contenu sur la nouvelle plateforme. Une absence pour l'instant en Europe, car l'application devra se conformer à la RGPD, donc le temps de clarifier les conséquences du nouveau règlement de marché numérique entré en vigueur depuis le début du mois de mai. Rendons-nous aux États-Unis. Après la découverte d'une poudre blanche dimanche dans la Maison-Blanche, le service secret chargé de la sécurité des hautes personnalités de l'État américain a confirmé ce mercredi qu'il s'agit bien évidemment de la cocaïne suite aux analyses qui ont été réalisées par les pompiers de Washington. Il s'agissait initialement d'une substance trouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, considérée comme potentiellement dangereuse. La découverte avait provoqué une brève évacuation des personnes au sein du bâtiment. Mais un peu plus tard, après une analyse préliminaire réalisée par les pompiers de Washington, on s'est rendu compte que c'était plutôt de la cocaïne. Cela a entraîné une avalanche des spéculations au sein de médias américains sur la personne ayant laissé cette drogue dans la Maison-Blanche. En se demandant comment est-ce que cette substance s'est retrouvée au sein du bâtiment, d'autant plus que le pays est considéré parmi les grandes nations qui luttent contre la vente et consommation de cette drogue. Le président Joe Biden et toute sa famille n'étaient pas présents à la Maison-Blanche tous les week-ends. Selon plusieurs médias américains, la cocaïne a été trouvée au rez-de-chaussée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, qui comprend notamment les bureaux ovales. Elle aurait été trouvée dans une zone où les touristes prennent part à une visite guidée du bâtiment doivent laisser leur téléphone pour des raisons de sécurité. Le sénateur républicain Tom Cotton a appelé ce mercredi les services secrets à rendre public les lieux exacts où la poudre a été retrouvée. Le peuple américain mérite de savoir si des drogues illégales ont été découvertes dans une zone où des informations confidentielles sont partagées, a-t-il écrit dans une lettre adressée à la directrice du Secret Service. Un fait insolite et qui continue à faire polémique au pays de l'oncle Sam, toujours pas clean. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Organisation des élections générales en RDC. Le président honoraire et autorité morale du FCC, Joseph Kabila, a été saisi par le président de la CENI, Denis Kadima, dans le cadre des consultations initiées par les leaders de l'opposition politique. Coopération RDC-RSA tête à tête ce jeudi à Kinshasa entre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux personnalités procéderont également à la clôture du Forum économique RDC-RSA 2023. Et puis procès en flagrance des présumés kidnappeurs à Kinshasa après l'audience foraine. Le verdict des juges est attendu ce jeudi. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Moïse Chamala.
qui fait son entrée. Bienvenue. Merci, grâce Salambo. Alors, dossier kidnapping à Kinshasa, la police ne confirme pas les trafics d'organes. C'est le premier titre de votre revue de presse. Effectivement, grâce à Lambo, c'est un sujet qui fait l'unanimité et dans les médias et sur les réseaux sociaux. Eh bien, commençons avec cette une du quotidien L'Avenir qui titre trafic d'organes. La police ne confirme pas les allégations qui tiennent les réseaux sociaux et les personnes. Eh bien, c'est dans un contexte où la population annonce que les Mobondo Miliciaka, sémons, violence et désolation dans les Maïndomé ont déjà infiltré Kinshasa. Viennent s'ajouter des informations faisant état des cas de kidnapping et des trafics d'organes. Ces cocktails fait que la population soit plongée dans la peur et n'a plus confiance à certains moyens de transport. Les autorités n'ont fait que sensibiliser la population sans que celle-ci soit du tout convaincue, mais plutôt la police a mis les bouchées doubles pour mater la ville de Kinshasa. Elle constate néanmoins que plusieurs témoignages et messages sur les enlèvements et les trafics d'organes propagés dans les réseaux sociaux ne font pas conforme à la vérité. Pour ces tabloïds, cette confirmation de la police semble malvenue, d'autant plus qu'il y a un procès qui s'est ouvert en procédure des flagrances et qui conduira au jugement de tous les bandits maîtrisés. Il est souhaitable pour la police de laisser à la procédure judiciaire de suivre son cours normal avant d'infirmer ou de confirmer les allégations des trafics d'organes. Alors, on poursuit la revue de presse avec ce titre. Commission mixte RDC-RSA, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, déjà à Kinshasa. Effectivement, grâce à Lambo, c'est un sujet qui est revenu à la une du quotidien Forum des As qui titre « Accueilli à l'aéroport d'Ndjili par les premiers ministres Sama Lukonde ». Cyril Ramaphosa participe à la clôture du Forum économique RDC RSA. Eh bien, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé hier, mercredi 5 juillet, à Kinshasa, capitale de la RDC. À sa descente d'avion, le président sud-africain a été accueilli par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde. L'agenda du président sud-africain prévoit un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Les deux personnalités procéderont ce jeudi au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC-SA 2023, tout dans les cadres de la 12e grande commission mixte RDC-RSA dont les travaux s'est ouvert les mercredis au Palais du Peuple. Ces forums économiques tablent sur plusieurs thèmes liés à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Il s'agit notamment de la santé, du transport, des infrastructures, des mines, de l'eau, de l'électricité, des finances et de l'agriculture. Des ministres sectoriels de deux pays et des investisseurs prennent part à ces assises. Et puis ce titre, le Quator Fayulu Matata Sesangai Katumbi tend-il à sa fin? Effectivement, Moïse. grâce à Lambo, c'est un sujet que plusieurs analystes politiques se sont levés avec ces matins. Regardons cette une du quotidien Les Monitors qui titre Katumbi Sesanga Matata dresse un mémo sans associer Fayulu. Moïse Katumbi, Deli Sesanga, eh bien, Matata Pogno ont dressé ce mercredi 5 juillet un mémorandum pour un processus électoral crédible en RDC sans associer Martin Fayulu. Pour les trois signataires, il s'agit d'un mémorandum des trois candidats présidents de la République et Martin Fayulu ayant déclaré forfait au processus électoral en cours. Il n'en fait plus parti, comme quoi on n'en parlerait plus du quator de l'opposition, mais plutôt du trio si les choses en restent là. Grâce à Salambo, ne s'agit-il pas d'une dislocation trop tôt pour répondre à cette question, mais toujours qu'il y a à travers ces mémorandums Katumbi, Sesanga et Matata, tous les deux réclament que les institutions en charge de l'organisation des élections et la proclamation des résultats sont politisées et tribalisées. Ils contestent également que la CENI, qui est l'institut attitré pour l'organisation des élections, est contestée dans sa position.
Et puis ce titre, en dehors de nos frontières, pour finir, Moïse, en France, le dossier de la mort d'Aousim Kamara refait surface. Effectivement, grâce à Lambo, c'est un sujet ou un dossier qui est passé il y a de cela quelques jours avant la mort du petit Naël. RFI, on revient. France, jeune Guinéen tué par un policier français. L'avocat de la famille veut éclaircir les circonstances de sa mort. La jeune homme de 17 ans, Naël, en région parisienne, lors d'un refus d'obtempérer, a provoqué une crise majeure dans les pays. Mais avant lui, une autre affaire moins médiatisée survenue à Angoulême, dans le sud-ouest de la France. Le 14 juin dernier, un jeune Guinéen de 19 ans a été tué par un policier lors d'un contrôle routier dans des circonstances encore floues. Ce jeune Guinéen s'appelait Aloucéine Camara. Il n'avait aucun casier judiciaire. Le 28 juin dernier, l'agent de la police responsable pour les tirs mortels a été mis en examen pour homicide volontaire quasiment. Des semaines après les faits, il a ensuite été inculpé, mais les conditions dans lesquelles le jeune homme a trouvé la mort ne sont pas encore élucidées, contrairement au cas du jeune Naël. La scène a été filmée par la police, mise en cause, bien porteur d'une caméra piéton, mais dont l'exploitation n'a pas été possible faute de charges insuffisantes au moment des faits, a affirmé les procureurs d'Angoulême lors de la mise en examen de l'agent de la police. Mais l'avocat des familles fait ressurgir ces dossiers. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Moïse Chamala. C'est moi qui vous remercie, grâce à la. C'était un plaisir de partager ce plateau, c'est la première fois. Moi également. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.